Jeu de société, carte au trésor, course au trésor mondial. C'est ce que je vous propose d'évoquer aujourd'hui avec Vincenzo Bianca et le jeu Guardians of Legend. Bonjour Vincenzo. Bonjour Xavier. Alors, on va s'intéresser donc à ce jeu, Guardians of Legend, qui vient juste de sortir chez Luby. Avant, on va faire connaissance avec vous. J'ai cru comprendre que le jeu avait une grande part dans votre vie, puisque vous devez sûrement être joueur, mais en plus, vous avez une société Endzone qui s'occupe de gamification. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre relation au monde du jeu? Tout à fait. Alors, c'est vrai que le jeu, ça a toujours été une grande place dans ma vie, d'abord en tant que joueur et puis comme concepteur. Il y a 5 ans, j'ai créé une société qui s'appelle Endzone, qui est spécialisée en gamification et création de jeux. Et on s'occupe de créer des jeux sur 3 supports, tout ce qui est grandeur nature du style des escape rooms, tout ce qui est numérique, donc applications mobiles et jeux vidéo, et jeux de société. Et on fait ça à la base sur base de demandes clients. Et puis, il y a 1 an et demi, on s'est dit que ça serait sympa d'un moment donné sortir nos propres productions. Et c'est pour ça qu'on a créé la maison d'édition Luby et pour le jeu de société, et on va faire la même chose prochainement pour le jeu vidéo. Voilà. Alors, on peut dire que vous êtes au cœur du monde du jeu. Ça veut dire que vous avez vu l'évolution, les jeux que vous proposez pour des clients, des entreprises. C'est-à-dire que le jeu est de plus en plus présent dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail ou que ce soit chez soi. Oui, tout à fait. En fait, je veux dire, le jeu a toujours été a toujours eu une place importante dans la vie de manière générale de tout un chacun. C'est juste que ces dernières années, le jeu commence à prendre ses lettres de noblesse et en tout cas être moins stigmatisé comme quelque chose d'accessoire ou de uniquement divertissant. On reconnaît d'autres vertus au jeu, d'où l'intérêt d'un plus grand nombre et de certaines entreprises qui s'y intéressent. Et qui permettent d'utiliser le jeu pour la cohésion d'entreprise, pour ce côté gameplay et le jeu coopératif notamment. Oui, effectivement, pour plein de choses, parce que le jeu a toutes ses vertus, où ne serait-ce que, effectivement, on parle beaucoup de cohésion d'équipe, mais après aussi en termes de communication, en termes de respect des règles, pour faire passer un message, pour acquérir un message, parce que en fait, quand on joue à un jeu, on est déjà obligé de connaître les règles avant de les utiliser, et c'est pour ça que en termes aussi d'apprentissage, le jeu est fabuleux pour ça. C'est un super support. Alors, entre créer des jeux pour des entreprises et créer des jeux pour le grand public, il y a quand même une différence. Qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas et vous dire j'ai envie de passer à une autre échelle, à une autre communauté peut-être? C'est vraiment avec l'équipe, on attendait en fait ce moment-là. Donc c'est-à-dire que c'est sympa de faire des projets pour des clients et on s'amuse beaucoup à le faire, mais il y avait toujours l'idée de se dire oui, mais il y a nos projets à nous, si on était nos propres clients, voilà ce qu'on ferait. Et on a juste été patient parce que ça comporte beaucoup plus de risques, parce que forcément quand on fait des jeux pour un client, il apporte le budget et puis après on commence à produire. Ici c'est l'inverse, on commence d'abord à tout produire, à tout faire, et puis on est peut-être payé si le jeu fonctionne. Et donc on a préféré prendre le temps pour pas se griller les ailes et avancer à notre rythme sur les projets. Vous auriez pu sortir juste un jeu de société comme n'importe quel autre jeu de société qu'on achète en magasin, qu'on ramène chez soi. Vous avez voulu faire les choses un peu autrement. Vous avez fait un jeu de société, mais vous en avez profité pour organiser une chasse au trésor. Tout à fait. En fait, ça c'est un rêve de gosse pour le coup, parce que moi j'ai 2 grandes passions, c'est effectivement les jeux de société et la chasse au trésor. Les jeux de société, je suis tombé dedans déjà tout petit. La chasse au trésor, c'était vers l'âge de 10-12 ans quand j'ai découvert sur une émission de France 2 La Chouette d'Or, qui a été créée par Max Valentin. Donc dans le milieu francophone, au niveau de la chasse au trésor, on peut vraiment dire que c'est un père spirituel, parce que c'est vraiment lui qui a amené le concept dans le milieu francophone. Le premier, c'était un Anglais, Kit Williams, qui a fait la toute première chasse au trésor organisée. Et puis après,
il y avait la volonté de réunir ces deux mondes-là. Et c'était ça tout le travail de se dire à un moment donné, ok, comment est-ce qu'on peut mêler jeux de société et chasse au trésor, mais pas seulement essayer de créer une vraie complémentarité, une vraie symbiose entre les deux. Parce que il n'y avait pas la volonté de créer un jeu de société et puis venir déposer des énigmes dedans. On voulait vraiment créer deux supports de qualité. On voulait pas que l'un soit plus fort que l'autre, que les gens se disent ok, c'est un super jeu de société, mais c'est une médiocre chasse au trésor ou inversement. Et donc, c'était ça tout le travail de se dire, OK, on va créer deux trucs waouh, en tout cas on l'espère, et on veut vraiment qu'ils soient imbriqués l'un dans l'autre pour innover aussi, montrer que le jeu de société, c'est pas un support has-been, qu'il innove tous les jours et on a voulu apporter notre pierre à l'édifice. Il fallait un thème fort aussi pour que les deux puissent être embriqués. Vous avez choisi une chasse au trésor. Pour vous, c'était évident qu'on puisse proposer un jeu avec des pirates, ce thème qui est fort avec le trésor. En fait, le thème, je l'ai eu il y a quand j'avais 16 ans. C'est parti vraiment autour de cet univers des gardiens de légende qui, en gros, c'était l'idée de se dire que pourquoi les légendes arrivent jusqu'à nous, c'est parce qu'il y a des gardiens qui font vivre ces légendes. Donc on connaît Excalibur parce qu'il y a des gardiens de légende qui continuent à faire vivre la légende d'Excalibur tout autour de nous, et c'est comme ça qu'on connaît cette histoire. Et donc le thème s'est étoffé au fur et à mesure. Il y a un petit background de 250 pages maintenant qui explique vraiment tout l'univers des gardiens de légende, et du coup ça a été c'était une évidence de partir de ce thème-là pour ce projet, parce que ça a toujours été mêlé l'un avec l'autre. Alors, évoquons ce jeu de société avant de voir un peu la chasse au trésor. Vous avez voulu un jeu qui soit à la fois un jeu avec des gestes assez rapides, de déduction, et non seulement on gagne en trouvant des trésors, mais aussi en faisant deviner des choses aux adversaires. Tout à fait. C'est vraiment ça. On a deux rôles dans le jeu, comme vous avez évoqué. Ce rôle de gardien de légende, où on a une légende à faire deviner aux autres. Donc on va poser des indices sur des cartes postales pour faire deviner aux autres joueurs où se trouve notre île. Et on va être des chasseurs de trésors à bord de bateaux où on va aller à l'exploration des îles. Et il y avait vraiment l'idée de créer une ambiance familiale autour du jeu. C'était vraiment essayer de recréer cette sensation que j'avais en tout cas plus jeune quand on sortait le jeu de société en famille et qu'on passait un bon moment, où à un moment donné, il y a dans le premier niveau du jeu, en tout cas, il n'y a pas cette prise de tête. On peut vraiment discuter, rigoler autour du jeu. C'était vraiment ça qu'on voulait créer. Mais alors, on voulait pas aussi laisser ce qu'on appelle les hard gamers en reste. Donc, c'est pour ça qu'on a créé 4 niveaux de difficulté dans le jeu qui permettent aux joueurs de le prendre en main très facilement au niveau familial et puis après d'augmenter en difficulté s'ils le souhaitent avec les différents niveaux. C'est pour ça que le jeu, on peut y jouer dès 8 ans. C'est vraiment très familial. Le premier niveau est abordable par les plus jeunes. En plus, il n'y a pas d'écriture sur le matériel. Il y a juste des symboles, des illustrations. D'ailleurs, on peut faire un petit focus sur le travail d'illustration qui est juste fabuleux. Merci beaucoup. C'est 2 graphistes qui ont travaillé dessus, Nicolas Hubert et Martin Maigret. Et oui, il y avait vraiment l'idée d'être généreux dans le jeu. Donc, on s'est pas dit on va tout faire rapidement. On a pris du temps. On a pris du temps sur les îles énormément. On a pris du temps sur la carte postale. Une carte postale, c'est une semaine de boulot et il y en a 35 dans le jeu. Donc voilà, on s'est dit qu'on voulait prendre le temps pour bien faire les choses et on voulait qu'il y ait une patte graphique. On voulait qu'il y ait vraiment qui est vraiment cette touche artistique. Et donc c'est pour ça que on a les deux réactions. On a des gens qui aiment vraiment et ils aiment vraiment beaucoup, et on a des gens qui aiment pas du tout. Et nous, ça nous arrange. On voulait pas un juste milieu ou un truc un peu plat. On voulait vraiment, en tout cas, avoir cette touche artistique dans le jeu. Et effectivement, moi, je trouve ça très beau et comme plein d'autres également.
Des cartes postales absolument sublimes avec un format généreux comme vous l'avez dit, des pions de très très bonne qualité, ces tuiles hexagonales aussi qui sont superbement illustrées et puis au-delà de ce jeu de société, il y a cette fameuse chasse au trésor. Alors là, vous nous donnez l'eau à la bouche parce que vous organisez une chasse au trésor mondiale avec un super prix à la clé. C'est vrai. Alors là, je vais reprendre les mots d'un joueur lors d'une partie test. Il m'a dit votre jeu de société, il transpire l'aventure et c'était vraiment ça l'idée. C'était se dire ok, à un moment donné, je peux partir d'un jeu de société et si on continuait le jeu de société un peu plus loin et qu'on pouvait le retrouver dans notre vie de tous les jours. Et ça a été ça l'idée avec cette chasse au trésor. Donc c'est-à-dire que basé sur le même principe du jeu, donc c'est-à-dire avoir des indices posés sur des cartes postales, c'est comme si un joueur externe avait déjà posé de vrais indices qui sont des énigmes à retrouver dans les cartes postales du jeu. Ces énigmes, une fois résolues, vous permettent de trouver l'emplacement d'un trésor qui est caché quelque part dans le monde. Alors, ce que ça passe, c'est que vous pouvez tout résoudre de chez vous. Vous ne devez pas vous déplacer pour aller chercher des indices à gauche, à droite. Sauf quand vous avez l'emplacement exact, à ce moment-là, vous allez sur place avec votre pelle, vous creusez un trou et à l'intérieur du trou, vous allez trouver un coffre en bois. À l'intérieur de ce coffre en bois, il y a un parchemin avec toutes les indications pour se déclarer vainqueur. Et lorsque vous déclarez vainqueur, vous remportez l'œuf d'or. C'est un œuf en or pur 24 carats, serti de presque 600 pierres précieuses, une valeur de 210 000 €. Alors il a fallu trouver le joaillier pour faire cette super œuvre d'art, parce qu'on peut dire que c'est une œuvre d'art, cette œuvre d'or. C'est vraiment une œuvre d'art, elle est unique au monde pour ça, et c'est vraiment une collaboration. Donc, j'avais dessiné un premier croquis de l'œuvre d'or. J'ai suivi une formation en bijouterie juste pour comprendre un peu le métier et pouvoir dessiner une première ébauche. Et puis après, le relais a été fait par deux joailliers d'exception qui sont Cédric Sansen et Olivier Gangy, qui sont vraiment dans le top niveau au niveau des bijoutiers, parce qu'ils travaillent pour des bijoutiers qui sont fournisseurs au niveau de la Cour du Roi en Belgique. Donc c'est vraiment des gens de talent, et ils ont vraiment apporté toute leur connaissance et leur savoir-faire au niveau de la conception. Donc non seulement au niveau des techniques utilisées, parce qu'ils ont dû utiliser des techniques anciennes pour certaines parties de la fabrication de l'œuf, qu'au niveau de la création d'un métal. Donc sur le socle de l'œuf, il y a un métal noir qui est vraiment une conception originale de Cédric Sansen, qui est une espèce il appelle ça le werdium, donc c'est un mélange entre de l'or, de l'argent, du platinium, etc., pour avoir ce métal noir dans la masse. Et puis après, il y a l'œuf central. L'œuf central, c'est un œuf en or pur 24 carats. Et ça, c'est très rare, parce que d'habitude, en joaillerie, on est plutôt sur du 18 carats. Parce que le 18 carats, c'est beaucoup plus solide, etc. Ici, le 24 carats, on est dans de l'or pur, donc c'est l'or qu'on sort de la mine, et ça rajoute cette fragilité au niveau de l'or. Donc, c'est-à-dire que l'or pur, lorsqu'il tombe ou si on fait un coup dessus, il est mou. Donc ici, si on fait tomber l'œuf par terre, il va avoir une bosse dedans et les diamants vont partir. Donc il y a vraiment cette fragilité, comme la fragilité d'un œuf, autour de la création. Et voilà, et ça, il y a plein de petites anecdotes au niveau du bijou en tant que tel. Par exemple, il y a des éléments qui sont cachés dans l'œuf, donc il y a des choses qui sont manipulables, etc. Voilà, ça fait partie de la légende de l'œuf d'or. Alors, on a parlé de gamification, vous avez parlé même de jeux grandeur nature. Là, vous faites un jeu de société avec cette chasse au trésor. Est-ce que vous pensez que l'avenir du jeu, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un crossover entre différents médias, différents supports qui permettent aux gens de jouer chez eux et de jouer à l'extérieur ? Oui, alors moi forcément je suis convaincu de ça parce que j'adore jouer, mais effectivement jouer sur les trois supports, quoi. Donc je prends autant de plaisir à faire un jeu sur mon téléphone ou sur une console que faire un jeu de rôle grandeur nature ou un jeu de société. Donc forcément, combiner les trois, pour moi, c'est une évidence. Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers là, ou en tout cas, on va mélanger de plus en plus les styles. Mais je pense qu'on va aller vers là sans pour autant oublier les supports en tant que tels. Donc je crois qu'il y aura toujours des éléments dans chacun des supports, mais on va voir émerger de plus en plus des éléments cross-platform qui vont arriver.
Alors ce jeu Guardians of Legends, c'est chez Luby. Vous pouvez retrouver un site internet guardiansoflegends.com. Pour jouer, vous pouvez aussi télécharger une application qui vous permet de jouer avec le jeu de société. Il faut s'inscrire pour participer à la chasse au trésor. Il y a un code qui est délivré avec la boîte. Oui, c'est ça. Et donc, il y a un code unique qui est dans chaque boîte de jeu qui vous permet de vous inscrire sur le forum. C'est surtout pour valider les conditions générales de participation à la chasse. Mais elle vous permet aussi de télécharger la feuille de route. La feuille de route, c'est quoi? C'est des indications supplémentaires qui vous permettent de lier un petit peu les 10 cartes, les différentes cartes postales pour résoudre les différentes énigmes. Et alors, le jeu, vous avez dit, on peut le trouver sur Internet, mais on peut aussi le trouver dans toutes les boutiques de jeux et de jeux spécialisés. Vous pouvez y aller. Chez votre crémier préféré, comme on dit dans le milieu ludique, Tout à fait. Guardians of Legends, on évoquait cette chasse au trésor et ce jeu de Vincenzo Bianca, c'est chez Luby et c'est disponible d'ores et déjà. N'hésitez pas à aller voir votre revendeur préféré et de participer à cette chasse au trésor. On vous souhaite de trouver ce super bœuf d'une valeur de 210 000 euros. Merci beaucoup. La suite pour Luby et pour Vincenzo Bianca, vous planchez déjà sur un nouveau jeu? Oui, même on est sur 3 jeux de société ici en parallèle et une production pour un jeu vidéo, donc on ne chôme pas à ce niveau-là. On continue à essayer de produire et toujours se challenger parce que l'idée c'est de faire au moins aussi bien qu'avant, si ce n'est mieux. Merci beaucoup Vincenzo et puis bonne continuation à vous et à Luby et à ce jeu Guardians of Legends. Merci. Merci à vous.